Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Quand 3 personnes de la même famille sont agressées à leur domicile par un tueur à gages et qu'une seule d'entre elles s'en sort saine et sauve, les enquêteurs ont naturellement tendance à suspecter de prime abord le membre de la famille survivant. Grâce à leur expérience, les policiers savent en effet que dans 80% des cas d'homicide, l'assassin fait partie de l'entourage proche des victimes. Mais l'emploi d'un tueur à gages dans un homicide en brouillant les pistes rend souvent le travail plus difficile pour les agents des forces de l'ordre. En France, c'est une des raisons pour lesquelles le taux d'élucidation des meurtres lors d'un règlement de compte entre malfaiteurs est bien inférieur à la moyenne nationale. Dans seulement 50% des cas, l'exécuteur et le commanditaire sont retrouvés par la police. Pour relier le commanditaire au crime, la police devra tout d'abord identifier le tueur à gages, puis ensuite prouver qu'il existait en effet une relation entre l'exécutant et le cerveau du crime suspecté. C'est en tout cas la mission que s'est fixée en 1989 la police de Münster dans l'Indiana, afin de retrouver la tête pensante du double meurtre d'un couple heureux en amour comme en affaires, Donald et Marsha Lewin. 9 novembre 1989. La police de Münster, dans l'Indiana, reçoit un appel à l'aide passé du domicile du riche entrepreneur Donald Lewin et de son épouse Marsha Lewin. Chez eux, la police fait une découverte macabre. Les 2 époux ont été tués. Marsha Lewin avait reçu une balle sur le côté gauche de la poitrine et elle avait aussi une autre blessure sur le côté de la tête. Donald Lewin avait reçu une balle dans la poitrine du côté gauche et une autre balle sur le côté de la tête. Marsha est morte, Donald respire encore, mais il décède à l'hôpital. Leur fils de 24 ans, Mark, en visite, est également blessé. Il a reçu un coup très violent à la tête et il perd beaucoup de sang. Son crâne est fracturé. Il aurait été frappé par celui qui a abattu ses parents. J'ai un colis à livrer à Monsieur Lewin. La première confrontation avec le tueur a eu lieu dehors, devant le garage. L'homme en question déclare avoir un colis à leur livrer, mais Mark le trouve étrange. Il a eu des doutes parce que l'homme ne portait pas l'uniforme habituel de l'enseigne de livraison express. Et sa voiture n'avait pas de logo non plus. L'homme demande à Mark Lewin une signature, puis il dit s'être trompé de colis et s'en va. Mark est retourné à l'intérieur de la maison. T'attends un colis? Non, pourquoi? Il y a un livreur dehors avec un colis. Il a raconté à sa mère ce qui venait de se passer et il lui a demandé si elle était au courant de cette livraison. Le livreur revient, cette fois-ci à la porte d'entrée, et remet à Mark le fameux paquet. Il sort ensuite une arme à feu avec laquelle il le menace. À genoux, dépêche! Mark ne veut pas se soumettre. Le livreur le frappe alors violemment et le laisse là, sans connaissance. Tout ce dont il se souvient, c'est que peu de temps après, il a entendu sa mère crier et qu'un coup de feu a été tiré. Mark reprend connaissance et sort de la maison pour aller se réfugier dans l'école, de l'autre côté de la rue. Il y avait beaucoup de monde dans la rue. C'était l'heure du début des cours et par conséquent, parents et enfants étaient en route sur le chemin de l'école. Ils ont vu Mark sortir de chez lui couvert de sang. Il saignait à la tête et ils se sont dit que quelque chose était arrivé, mais ils ne savaient pas encore quoi. 30 secondes plus tard, ils voient un homme armé sortir en courant de la maison. Les différents témoins l'ont décrit comme un grand type barbu et plutôt baraqué. L'homme se met à courir après Mark, mais très rapidement, il regagne une voiture garée dans la rue. Au moment d'entrer dans sa voiture, il aurait tapé du poing sur la carrosserie en lançant un juron. Lorsqu'il prend la fuite, un couple qui venait de déposer son enfant à l'école décide de le suivre. Ils ont assisté à la scène et ils se sont dit « Suivons ce type et voyons où il va ». Mais ce dernier a pilé, il est sorti de la voiture et les a menacés de son arme. Terrifié, le couple obtempère et stoppe aussitôt la poursuite.
mais ils ont eu le temps de voir sa voiture, une Corsica bleue. La police espère que son identification les conduira jusqu'au tueur. Les enquêteurs se rendent sur la scène de crime dans l'espoir d'y recueillir d'autres indices. La police découvre l'enveloppe livrée par le tireur à l'endroit où Mark l'avait laissé tomber. À l'intérieur se trouve un indice clé, un plan. Le plan était une carte de la ville de Chicago sur laquelle l'emplacement de l'aéroport de Midway était entouré. La carte contient également un itinéraire de l'aéroport jusqu'à la ville de Munster, un autre indice très révélateur. S'il a eu besoin de cette carte, c'est manifestement qu'il n'était pas de la région. Ce simple fait écartait d'office l'hypothèse d'un cambriolage ou d'une effraction classique. En attendant d'en savoir plus, les enquêteurs se concentrent sur l'identification du tireur. Les témoins sont nombreux, ce qui permet d'établir le portrait robot du livreur auquel Mark Levin a eu affaire. Dans les 35-40 ans, blanc, plus d'1m80, pas de signe distinctif au visage, pas de lunettes, une barbe plutôt bien fournie et une carrure d'armoire à glace. Les enquêteurs se mettent à la recherche du véhicule du tueur. Si celui-ci venait de l'aéroport, il a dû le louer. Pourtant, l'identification de la Corsica bleue s'avère beaucoup plus difficile que prévu. Pendant qu'une équipe d'enquêteurs recherche le véhicule, une autre cherche à découvrir ce qui a pu motiver le meurtre des époux Levin. Le mobile est manifeste, l'argent. J'ai découvert qu'ils étaient à la tête d'une fortune estimée à environ 25 millions de dollars. Le principal suspect est le fils unique des Levin, Mark, grièvement blessé lors de l'agression. Parmi les personnes qui auraient pu tirer un bénéfice du crime, il y avait d'abord leur fils, à cause de l'argent. Pourquoi avait-il survécu alors que ses deux parents avaient succombé? On se posait des questions. On se demandait pourquoi lui seul s'en était sorti. Y avait-il une raison à cela? C'était quand même louche. Et si le fils Levin avait engagé quelqu'un pour se débarrasser de ses parents? Mais tout indique que Mark entretenait de bonnes relations avec eux. Et il semble très affecté par cette perte. Le gamin était complètement anéanti, pour ne pas dire dévasté. De plus, sa blessure à la tête est trop grave pour qu'il puisse s'agir d'un coup monté. Un bon centimètre. Quelques petits millimètres de plus et Mark y passait aussi. S'il avait été frappé un peu plus fort ou ne serait-ce qu'à un endroit légèrement différent, il serait mort lui aussi. En réalité, Mark continue d'avoir très peur pour sa vie. Il a presque aussitôt commencé à se cacher. Il n'est pas allé aux obsèques de ses parents. Ses gardes du corps, sa famille et ses amis, tous lui ont fait comprendre que c'était trop dangereux pour lui. Mark Levin est mis hors de cause. Mais si ce n'est pas lui, qui cela peut-il être? La police s'intéresse à la vie professionnelle de son père. Il avait des intérêts commerciaux et des sociétés immobilières dans l'Illinois, en Californie et dans l'Arizona. Quelqu'un aurait-il eu un intérêt à le tuer? Donald était quelqu'un de très direct. Il avait un certain franc-parler et pouvait se montrer très agressif. Certains l'auraient décrit comme un tyran en affaires. Je crois que Donald déplaisait à un grand nombre de personnes dans son entourage professionnel, au point que certains finissaient par être carrément dégoûtés. Elke Flevel travaillait dans l'une des sociétés de Donald Levin, une société immobilière et de gestion de biens basée à Phoenix, dont il avait confié la gérance à son frère Robert. Plusieurs fois, je l'ai vu prêt à sauter à la gorge de quelqu'un qui l'avait contredit. Les enquêteurs décident de contacter le frère de Donald, Robert. Robert était à Phoenix. Il a tout de suite pris un avion de Phoenix à Chicago. Puis il s'est rendu jusqu'à Munster dans l'Indiana. Robert Levin passe plusieurs heures avec la police à essayer de les aider. J'espérais qu'il nous dise qui, selon lui, aurait pu être derrière le meurtre de son frère Donald et de sa belle-sœur, Marsha. Robert raconte que plusieurs personnes avaient des raisons d'en vouloir à son frère, y compris des gens auxquels personne n'aurait pensé. Il a évoqué le crime organisé à New York.
Il nous a parlé d'un certain ressentiment ou d'une rancune de la part d'anciens associés de Donald Levin. Il avait été en affaire avec eux et on peut dire qu'ils étaient jaloux de sa réussite. La mafia, d'anciens associés, se pourrait-il que Donald Levin ait été la cible d'une bande organisée ou l'objet d'une jalousie meurtrière? Est-il possible que sa réussite lui ait coûté la vie? Il a fallu qu'on fouille dans toute la vie des Levin et qu'on sache avec qui ils avaient eu de gros différends. On avait mis 4 agents sur l'affaire. Ils ont été occupés, disons, 16 à 18 heures par jour pendant des mois. Tous ces efforts ne donnent rien. Ils ne retrouvent pas la voiture ni aucune piste du côté de la mafia ou de ses anciens associés. Ce travail n'a abouti à rien du tout. Puis, un appel fait prendre une nouvelle direction à l'enquête. Un jour, on a reçu un appel d'une agence de location de voitures qui disait ceci. Concernant votre demande de recherche, on a trouvé 5 ou 6 Corsica loués sur cette période. Les enquêteurs se mettent à éplucher les contrats. Un nom leur saute aux yeux. Le contrat a été signé Robert Levin. C'est le frère cadet de la victime. Robert Levin était censé se trouver à Phoenix. C'était le frère de Donald et le beau-frère de Marsha. Il ne pouvait pas avoir loué une voiture à 11 heures du soir la veille du meurtre. Cependant, même si le nom, l'adresse et le numéro de carte bancaire indiqués sur le contrat sont bien ceux de Robert Levin, un élément ne colle pas. Toutes les coordonnées étaient celles de Robert Levin, sauf le numéro de téléphone fixe. Le numéro de téléphone indiqué n'était pas celui de Robert Levin. Les enquêteurs ont vérifié cette information et ils ont découvert que c'était celui d'un dénommé Bruce McKinney. Ce nom ne dit absolument rien à personne. Dès qu'on a retrouvé son nom, on a vérifié son casier et on a appris qu'il avait été arrêté pour possession de marijuana avec intention de la revendre et on a sorti sa photo. Bruce McKinney est un homme barbu, plutôt costaud, qui ressemble en tout point à l'homme que les témoins ont vu sortir armé de chez les Levin. Là, je me suis dit, c'est notre homme. On le tient. Quand il compare les empreintes digitales de Bruce McKinney avec celles de l'enveloppe abandonnée sur la scène de crime, ce sont aussi les mêmes. C'est donc forcément McKinney, le tueur. Il n'avait aucun antécédent de violence familiale, ni de coups et blessures. Il n'avait jamais tenté de commettre un meurtre. Et il n'y avait rien dans son dossier concernant la détention d'armes. Et dans ce genre de crime, ce n'est pas ce type de suspect qu'on a affaire d'habitude. Pourquoi McKinney était-il subitement passé de petit délinquant à meurtrier? Et pour quel motif aurait-il voulu tuer les Levin? Il n'y avait aucun lien direct entre Bruce McKinney et Donald et Marsha Levin. Vraiment aucun. On ne voyait pas ce qui avait pu pousser quelqu'un de Phoenix dans l'Arizona à traverser la moitié du pays pour commettre ce meurtre brutal. Les enquêteurs découvrent que si McKinney n'a aucun lien avec Donald et Marsha, il travaille pour quelqu'un qui, lui, en a, le frère de Donald, Robert. Sa carte bancaire a servi à louer la voiture qu'il conduisait le jour où il a tué Marsha et Donald. Plus on creusait, plus il devenait évident qu'ils entretenaient des liens étroits. À plusieurs reprises, ils s'étaient vus en privé. Ont-ils manigancé ensemble le double meurtre des Levin? À qui leur mort pouvait-elle profiter? Si les 3 cibles étaient mortes, à Robert Levin. Les enquêteurs découvrent ensuite que quelques mois avant le drame, Robert Levin s'est définitivement brouillé avec son frère Donald. Pendant l'été 1989, Donald Levin s'est rendu à Phoenix pour se pencher sur la comptabilité de l'entreprise. C'est ainsi qu'il avait découvert que son propre frère, Robert, avait détourné la somme colossale de $250 000 de l'entreprise dont ils étaient tous les deux propriétaires. Donald était littéralement foudrage. Donald, tu vas le regretter, crois-moi. Donald va alors rétrograder son frère et lui retirer son statut d'associé. Dès lors, Robert Levin n'est plus qu'un employé de bureau comme les autres. Robert accordait une très grande importance à son image. Ça l'a complètement anéanti que Donald raconte à qui voulait bien l'entendre « Mon frère est un escroc. Il m'a volé de l'argent et il n'est plus gérant de ma société. »
Le coup est très dur financièrement. Il n'avait que ce salaire. Donc le niveau de vie de Robert a considérablement baissé. Depuis le début, les enquêteurs soupçonnent celui qui a assassiné les Levin d'être un tueur à gages. Maintenant, ils savent qui l'a engagé. Les dominos sont tombés les uns après les autres et tout indiquait que c'était lui le coupable. Lui et lui seul avaient à la fois les moyens et le mobile. Pour parvenir à son objectif, il a réussi à convaincre Bruce McKinney de commettre les meurtres à sa place. Sur le papier, McKinney avait tout du tueur à gages idéal. Il s'était souvent vanté auprès de Robert Levin d'être un vétéran du Vietnam, habitué à tuer. Il avait raconté à Robert Levin qu'il avait été béret vert au Vietnam, que sa tête était mise à prix par les Viet Cong et qu'il était un vétéran hautement décoré. En réalité, McKinney n'a jamais été soldat et il n'a jamais tué personne, mais il accepte quand même ce contrat. Bruce McKinney et Robert Levin sont interpellés le même jour. Les deux refusent de parler. La police n'a aucune preuve contre Robert Levin et elle est forcée de le libérer rapidement. Peu de temps après, il disparaît. Quand Robert Levin a disparu de la circulation, Bruce McKinney a compris que son complice l'avait lâché. Il fallait qu'il sauve sa peau parce que Robert n'était plus là pour l'aider. De toute évidence, il se moquait bien de ce qui pouvait lui arriver. Bruce McKinney n'a pas le choix. Il passe un marché et il raconte tout aux autorités. Peu de temps après s'être fait rétrograder, Robert Levin a contacté McKinney. Robert Levin a fait comprendre à Bruce McKinney que s'il était disposé à éliminer les trois Levin, Donald, Marsha et Mark, il ferait de lui un millionnaire. Bruce McKinney traversait alors une période difficile. Il n'a pas hésité à se faire passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Il n'avait pas d'emploi stable, il croulait sous les problèmes financiers, il devait plusieurs mois de loyer et avait des tas de factures en retard. Par conséquent, c'était dans son intérêt d'adhérer à ce plan. En échange de ce service qu'il lui demandait, il allait lui rendre l'appareil et il le récompenserait à la fois financièrement par de l'argent et par un emploi stable dans la société. Il comptait récupérer la société de son frère et donc il avait tout à y gagner. Robert a très clairement fait comprendre à Bruce que les trois membres de la famille, Mark, Donald et Marsha, devaient être éliminés. Ils devaient se débarrasser des trois dans un certain ordre pour que tout se passe bien et que Robert puisse hériter de leurs biens. Mark devait être la première victime, suivie par sa mère Marsha, puis par Donald, qui devait être tué en dernier. Si les deux héritiers de Donald étaient assassinés, alors leurs biens, d'après la théorie de Robert Levin, lui reviendraient, puisque ce serait lui le dernier parent encore en vie. Robert Levin et Bruce McKinney vont d'abord faire une reconnaissance des lieux. Ils s'envolent de Phoenix pour Chicago, puis roulent jusqu'à Munster, dans l'Indiana. Il lui a d'abord montré la maison, puis ils ont fait un tour dans le quartier, et ils sont rentrés à Phoenix en avion. Les enquêteurs connaissent maintenant le plan de Levin dans les moindres détails. Bruce McKinney s'envole pour Chicago. Avec la carte bancaire de Robert Levin, il loue une voiture, puis il se rend chez Donald et Marsha Levin. Il ne se gare pas dans l'allée, mais dans la rue pour faciliter sa fuite. Mark Levin se trouve alors à l'extérieur de la maison, dans le garage. McKinney s'approche avec un colis à la main, puis repart, prétextant s'être trompé d'enveloppe. Quelques instants plus tard, il revient sonner à la porte d'entrée. À ce moment-là, Mark était dans la maison. Il a ouvert et pris le paquet que lui tendait Bruce. Et là, il a sorti une arme et l'a pointée sur lui. À genoux, dépêche! Et attendez! Bruce McKinney menace Mark Levin de son arme, puis il l'assomme. À ce moment-là, Bruce est sous pression. Et comme toute personne stressée, il ne fait pas les bons choix. Notre hypothèse, c'est que si le tueur avait tiré sur Mark Levin immédiatement en entrant dans la maison, les coups de feu auraient forcément alerté les parents. On pense donc qu'il a d'abord voulu neutraliser le fils. Comme ça, une fois débarrassé de Marsha et Donald Levin, il pouvait tranquillement achever le fils Levin pour terminer le travail. Cependant, les cris poussés par Mark alertent sa mère. Mark! Mark!
Marsha est aussitôt accouru en hurlant le nom de son fils. Pris par surprise, Bruce s'est tourné et a tiré le premier coup de feu. La détonation alerte Donald, qui accourt alors vers sa femme. Donald Levin est sorti en trombe de la salle de bain. Le faux livreur lui a tiré une balle dans la tête et une autre dans la poitrine. Aussitôt après, il s'est retourné et il est revenu sur ses pas. Il a vu Marsha qui essayait de se relever et il lui a tiré une balle sous le menton. Leur exécution est aussi brutale que rapide. Mais quand Bruce McKinney revient dans l'entrée, Mark Levin n'y est plus. Maintenant que les enquêteurs disposent des aveux complets de Bruce McKinney, ils montent un dossier solide contre Robert Levin. Son arrestation n'est plus qu'une question de temps. Être un fugitif, c'est compliqué. Il faut avoir des ressources et aussi des contacts. Il faut toujours être sur ses gardes. C'est une vie très, très difficile. Manifestement trop difficile pour Robert Levin. Après 2 mois de cavale, il finit par se rendre aux autorités californiennes. Il est mis en détention et inculpé de meurtre. Robert Levin était vraiment persuadé qu'il pouvait commettre un triple meurtre et s'en tirer sans être inquiété. Comment lui est venue cette idée? Je n'en sais rien. Robert n'était pas quelqu'un de très futé. Il a commis beaucoup d'erreurs dans cette affaire. Mais il avait toujours été privilégié, favorisé, gâté par la vie. Alors il s'est dit qu'il pouvait tuer sa famille sans avoir à en subir les conséquences. McKinney, qui avait passé un marché avec la police en acceptant de témoigner contre Robert Levin, a obtenu l'immunité des juges fédéraux et de l'Indiana. Il a reconnu avoir tué Donald et Marsha sur l'ordre express de Robert Levin. En revanche, il a déclaré au jury qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de tirer sur leur fils, Mark. McKinney a en effet expliqué qu'il avait été saisi d'un sursaut d'humanité lorsque Mark était sorti du domicile de ses parents. Et puisque Robert Levin n'était plus à une trahison près envers sa famille, il passa la plupart du temps de son procès à essayer de désigner le jeune Mark comme le commanditaire du double homicide. C'est lui qui avait le plus à gagner financièrement dans cette affaire, plaida-t-il. Mais le jury ne s'y laissa pas prendre et condamna Robert Levin à 3 peines de prison à vie. Le monstre est désormais derrière les barreaux à la prison fédérale de Florence, dans le Colorado, l'une des institutions les plus sécurisées du pays.